Bonsoir tout le monde. Voici venu le moment du 4e travail d'Hercule. Un travail un petit peu spécial comme nous allons le voir. Il s'agit pour Hercule d'aller capturer la biche de Cérinée. Et je voudrais vous rappeler que le thème de l'année, c'est où va le monde ? Pris dans les travaux d'Hercule, on pourrait peut-être oublier quelque peu que le thème derrière tout ça, c'est où va le monde ? Nous-mêmes, bien sûr, mais le monde dans son ensemble. Est-ce que vous avez pris le temps, par exemple, après chaque travail, de voir les leçons qui sont à tirer par rapport au monde et de faire des comparaisons par rapport à ce qui se passe dans l'actualité et dans le monde entier ? C'est intéressant. Par exemple, nous avons commencé dans les 3 travaux d'hiver, qui sont les travaux finaux, on a commencé par voir que le monde, et c'est vrai que quelquefois on pourrait en douter, non seulement ne va pas à sa perte, mais il va vraiment à sa révélation. Après, quand on a commencé à voir la manière dont il s'y prend, avec le premier travail, on a vu qu'Hercule commence tout d'abord par essayer de maîtriser quelque peu les pensées négatives, les pensées séparatistes. Je pense au monde, si vous voyez ce que je veux dire. Les pensées qui reposent sur des généralisations un peu abusives. Puis dans le deuxième travail, il a travaillé sur l'égoïsme, le désir, vouloir pour soi, et ne pas du tout vouloir par rapport à l'ensemble et par rapport au monde. Et enfin, dans le 3e travail, le mois dernier, nous avons vu combien il comprenait que pour aboutir à la sagesse, il était beaucoup plus intéressant de s'occuper des affaires du monde que de chercher, dans sa petite bulle à soi, à devenir un sage et d'avoir les pommes de la connaissance. Voilà quels sont les 3 premiers travaux préliminaires et les choses qu'a commencé à comprendre Hercule. Maintenant, dans ce 4e travail, on va lui dire « Hercule, puisque tu as cueilli les pommes de la sagesse, tu as commencé à voir quelles sont les attitudes qui révèlent de la sagesse, il serait peut-être intéressant maintenant que tu perçoives la source de la sagesse. D'où vient la sagesse ? Qu'est-ce que l'âme ? Qu'est-ce que tu ressens en toi ? » Comme vous allez le voir, ce travail est un peu particulier, parce qu'il n'y a absolument pas d'exploit extérieur. Il n'est pas du tout spectaculaire. Il n'y a pas grand-chose à raconter sur le plan extérieur. C'est extrêmement simple. Par contre, on va voir combien ce travail est tout en intériorité. Ça se passe complètement d'une manière introspective. On va demander à Hercule de reconnaître les voix intérieures, les voix qu'il entend, voix VOX, et de choisir celles qui vont retenir son attention. Donc on va lui demander une écoute intérieure et de faire des choix judicieux au bon moment. Ce 4e travail est en rapport avec l'énergie cancer. Nous sommes maintenant dans l'énergie cancer. Et c'est une énergie qui parle de créativité. Nous allons voir ça à la fin, et vous comprendrez pourquoi c'est intitulé ce soir de la mémoire à l'utopie. L'utopie étant une création en marche, donc comment on va de la mémoire à l'utopie. Et puis surtout, on verra comment il y a 2 aspects donc, au sein de cette énergie cancer qui vont être sans cesse présents, à savoir d'abord la planète inférieure de l'énergie cancer, la Lune, en rapport avec le monde des formes, et puis d'autre part la planète fondamentale du cancer qui est Neptune, et qui est beaucoup plus en rapport avec la capacité que nous pouvons avoir de capter et d'être sensibles aux énergies spirituelles, aux énergies supérieures. Donc une dualité dans le cancer, quelque chose qui peut être relativement dense et quelque chose qui peut être à la fois donc neptunien et en rapport avec la subtilité. Voilà donc quels sont les éléments qui nous permettent d'entrer dans ce 4e travail d'Hercule. Hercule se repose du travail précédent et le grand initiateur, le dieu Apollon, parle à l'instructeur d'Hercule. Il est temps qu'Hercule passe par la 4e porte. Il va être temps maintenant de lui donner un nouveau travail. Donner à Hercule un travail qui va susciter en lui le choix le plus judicieux. Donnez-lui une épreuve qui va l'amener progressivement à déterminer parmi toutes les voix qu'il va pouvoir entendre, laquelle va amener l'obéissance de son cœur. Sur le plan extérieur, donnez-lui un travail très simple, c'est pas là le problème. Mais un travail à travers lequel il va pouvoir montrer sa sagesse et à travers lequel il va pouvoir montrer également son pouvoir de choisir. L'instructeur demande à Hercule de venir et lui, le 4e travail commence. Et donc, ils se tiennent devant la 4e porte et il dit « à toi de jouer ». Naturellement, Hercule dit « mais quelles instructions, quel est le travail, en quoi ça consiste bon. L'instructeur dit « tu vas voir, tu vas comprendre vite par toi-même ». Hercule regarde au loin et il voit un paysage magnifique avec sur la droite une petite colline, puis sur la gauche, un petit peu plus loin, le temple d'Apollon, le temple du Seigneur donc avec lequel il travaille. Mais rien de plus. Quand à un moment donné, il aperçoit sur la colline une biche qui court. Oh, une biche un peu spéciale.
une biche qui est quand même assez grande, et elle a deux attributs assez étonnants. Elle a des pieds d'airain, ça veut dire que ses sabots eh bien, sont faits d'une matière imputrescible, donc l'airain, mais qui en même temps est assez lourd. C'est un alliage, on en reparlera tout à l'heure, et c'est une biche qui a des cornes d'or. Un peu, oui, qui nous rappelle un peu Neptune. Vous voyez, c'est un petit peu spécial comme biche. Mais donc il voit cette biche, il se dit, mais est-ce que c'est avec ça que je dois travailler? Et c'est à ce moment-là qu'il entend, depuis la Lune, le disque d'argent de la Lune, il entend la déesse Artémis, qui est la déesse de la Lune, et qui lui dit, Hercule, si jamais tu as des visées sur cette biche, sache qu'elle est à moi. Cette biche m'appartient. Cette biche est mienne, et tu n'as absolument aucun droit dessus, donc n'y touche pas. N'en fais rien. Hercule ne voit pas d'objection. Et c'est à ce moment-là que surgit Diane, la chasseresse. Et Diane ne s'adresse pas à Hercule, elle s'adresse directement à Artémis en lui disant « Artémis, il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes que c'est pas vrai. Peut-être que la biche a eu un rapport important avec toi dans son enfance, tu l'as nourrie, tu l'as développée, c'est vrai que tu l'as aidée, tu l'as maternée véritablement. Mais maintenant, cette biche a grandi, maintenant cette biche peut avoir une autre utilité, et maintenant cette biche est mienne. Il faut que tu t'y habitues. » Et Artémis dit « Absolument pas, je refuse absolument cette version, la biche est mienne. » Bref, les deux déesses se disputent, et Hercule assiste à ça un peu étonné. Bon, pourquoi c'est bizarre qu'il revendique comme ça la possession de la biche, c'est un petit peu étonnant. Et à ce moment-là, la voix de son instructeur résonne dans l'oreille d'Hercule, et il entend, Hercule, il faut que tu comprennes bien une chose, c'est que la biche n'appartient ni à Artémis, ni à Diane. Cette biche, elle est en rapport avec Apollon. Par conséquent, ton travail va consister à aller chercher la biche et à l'amener dans le sanctuaire d'Apollon. Il va falloir que tu la délivres des demandes de possession d'Artémis et de Diane. Mais sache qu'étant fils de Dieu, tout en étant fils d'homme, tu as parfaitement la possibilité de prendre la biche et de le conduire dans le sanctuaire. Donc voilà, tel est ton travail. Hercule dit, effectivement, ça n'a pas l'air trop difficile, ça me change des galères précédentes, donc on va y aller. Son plan est très simple, hein. Il s'agit de courir après la biche et puis de l'attraper. Certes, la biche au pied des reins court très très vite, mais Hercule court aussi vite et surtout, il est beaucoup plus résistant. Il sait que la biche, à un moment donné, va fatiguer et qu'à ce moment-là, il sera facile de l'approcher et de pouvoir l'attraper pour l'emmener au sanctuaire. Et il se met à poursuivre la biche. Ce que n'avait pas du tout prévu Hercule, c'est l'alliance entre Artémis et Diane. Ces deux déesses ne veulent surtout pas que Hercule soit à nouveau prétendant. Ils disent, voilà, je vais l'amener dans le temple. Et donc elles vont s'allier contre Hercule. Naturellement, de la manière la plus discrète qui soit, Hercule va s'apercevoir de rien. Et donc, c'est pas si facile que ça d'attraper la biche et il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que Artémis et Diane se débrouillent pour créer des mirages, c'est-à-dire des images de la biche. Et donc à un moment donné, Hercule dit, elle est là, et il poursuit la biche, pouf, ça s'évahit. C'était juste un petit mirage. Et donc ils en créent un autre, puis un autre, puis un autre. Et donc ils courent à droite à gauche, croyant toujours attraper la biche, mais finalement, c'est pas tout à fait ça. À d'autres moments, c'est véritablement la biche qu'il aperçoit. Il commence à percevoir un petit peu la différence. Mais au moment où il pense pouvoir la trouver, Artémis et Diane l'ont cachée, l'ont détournée, lui ont indiqué une autre voie. Bref, sans qu'il s'en rende compte, Hercule est amené dans des impasses, est amené à tourner en rond. Et ce qui devait être relativement facile, ça commence à lasser Hercule parce que ça dure depuis 1 an. Et là, Hercule commence à réaliser ce qui se passe depuis un certain temps. Il se rend compte qu'effectivement, Artémis et Diane doivent être là-dedans, il y a quelque chose de caché, et qu'on est en train de le mener en bateau. On est en train de lui tendre des pièges et que lui, il tombe dedans. Et donc, il prend un peu de recul. Il apprend finalement à non pas se précipiter dès qu'il voit la biche, en ayant un peu de recul, en ayant de comprendre ce qui se passe, il commence à distinguer les pièges qu'on lui tend. Donc il commence un petit peu à analyser la situation, à comprendre les choses, et il va de mieux en mieux déjouer toutes les ruses d'Artémis et de Diane. Alors, un beau jour, au bout d'1 an, grâce à cette vision, il va trouver effectivement, comme il l'avait imaginé au début, il va trouver la biche endormie auprès d'un lac. Et là, il dit, voilà, ça y est, elle est fatiguée, elle est fatiguée de sa course, et maintenant, je crois que ce n'est pas un mirage, je vais pouvoir l'attraper. Et alors là, il y a quelque chose d'assez intéressant qu'il faudra qu'on explique tout à l'heure, c'est qu'il va prendre son arc, sa flèche, et pour immobiliser, ou en tout cas on peut le penser que c'est pour ça, pour immobiliser la biche, il va
lui envoyer une flèche. Mais pas n'importe où. Surtout pas pour la tuer, il n'est pas question de la tuer. Il va lui envoyer une flèche dans le pied, juste au-dessus du sabot d'airain. À un endroit très particulier, c'est un endroit qui se trouve du côté du talon d'Achille, on dirait pour nous, entre l'os et le tendon. Il va exactement envoyer la flèche là. Et on dit qu'il réussit à faire ça d'une manière très propre, il n'y a même pas une goutte de sang qui coule. Mais de toute façon, la biche ne se sauve pas. Mais là, c'est vrai qu'elle pourrait plus trop courir. Et on dit que Hercule, faisant appel à toute sa volonté, ça demandera à être éclairci cette phrase, faisant appel à toute sa volonté, fait un pas et se dirige vers la biche qui ne bouge pas. Il s'agenouille auprès de la biche, il la prend et la serre près de son cœur. Et là, son visage s'illumine. Là, d'un seul coup, il comprend quelque chose. Là, il découvre la vraie nature de la biche. Et à ce moment-là, il est tellement content parce que ça y est, sa quête a réussi. Alors il triomphe, alors il crie « Ça y est, la quête est terminée, j'ai réussi, c'est fini !» Naturellement, les deux déesses à ce moment-là se réveillent et disent « Non, non, Hercule, on te rappelle que cette biche est à nous. » Et Hercule dit « Pas du tout, mais alors pas du tout, cette biche est mienne. Je l'ai vraiment maintenant méritée par tout le boulot que j'ai fait, tout ce voyage, tout ce que vous m'avez fait endurer, ma persévérance, etc. Je peux vraiment dire maintenant que je l'ai méritée et que cette biche maintenant, eh bien, je la revendique, elle est mienne. » Et à ce moment-là, il entend la voix de son instructeur qui lui dit « Non, non, Hercule, la biche doit être remise au temple. » Alors là, il va discuter. Mais quand même, j'y ai droit, non, avec tout le mal que je me suis donné, le voyage que j'ai fait, la patience, la persévérance. J'ai quand même droit d'avoir cette biche et d'en revendiquer la possession autant que les autres. Non, cette biche doit être envoyée au temple. C'est certain qu'en tant que fils d'homme, elle a quelque chose à voir avec toi. Mais en tant que fils de Dieu, il faut que tu comprennes que la nature même de la biche empêche que chacun des humains en soit le possesseur. Elle doit être remise là où vivent tous les fils de Dieu. Hercule ne comprend pas. Alors, la voix continue. Mais n'es-tu pas toi aussi fils de Dieu? Ben oui. Ben donc si tu amènes la biche au sanctuaire, il n'y aura pas de problème. Tu partages aussi la vie du sanctuaire. Oui. Tu partages aussi ce sanctuaire comme tous les fils de Dieu. Oui. Eh bien alors, amène la biche au sanctuaire. Tu vas rien perdre. Et Hercule, se décidant à écouter cette voix, va emmener la biche au sanctuaire. Est-il convaincu par cette voix? On va dire que comme elle fait un peu autorité, comme il sent quelque part que c'est certainement la voie essentielle, il va obtempérer, il va le faire. Mais la suite va nous montrer qu'il n'est peut-être pas encore totalement convaincu de cette histoire. Et donc, Hercule mène la biche au sanctuaire. Du point de vue du travail, c'est facile, il n'y a pas d'histoire. Il cherche la biche, il la trouve, il l'emmène au sanctuaire, point. Donc il n'y a pas du tout de ressort aventurier un peu dans cette histoire-là. Et tout est effectivement une histoire de voix. On voit comment Hercule, eh bien, il va devoir distinguer d'abord les voix d'Artémis et de Diane, qu'il n'entend pas d'ailleurs, et c'est ce qui le trompe beaucoup. C'est que finalement, ces voix sont quelque part silencieuses, inconscientes. Et puis, il y a sa propre voix qui revendique la possession de la biche. Et puis, il y a la voix de l'instructeur qui dit non, non, elle doit être portée à Harpelon. Et donc, comment est-ce qu'il doit arriver à entendre, à percevoir toutes ces voix et à choisir celle qui va, comme on disait au début, susciter l'obéissance de son cœur? Tout le travail va être là. Voyons un petit peu l'interprétation de cette partie-là. Qu'est-ce que signifie la biche? La biche est un symbole assez complexe qui symbolise l'union entre l'âme et la forme, qui symbolise l'âme incarnée, l'esprit dans la matière. C'est un point de rencontre, c'est un point de jonction entre ces deux aspects-là. Et on voit bien cette dualité entre l'âme et la forme en voyant combien, par exemple, il y a, si on imagine que la biche représente quelque peu le monde de l'esprit, le monde de l'âme, combien elle est plombée par ses sabots d'airain et que finalement elle est là sur la terre et qu'elle ne peut pas s'échapper. C'est quelque chose qui l'alourdit, mais qui en même temps l'incarne profondément. Mais en même temps, elle a en elle des cornes d'or, symbole de Neptune et symbole de sa capacité de percevoir et de recevoir les énergies les plus subtiles. Donc on voit bien comment, par ces cornes, elle reçoit certaines énergies spirituelles qui s'incarnent complètement par le système donc des sabots. Donc c'est intéressant de voir la biche comme étant l'union de ces deux aspects. L'airain d'ailleurs lui-même, c'était l'alliage qui symbolisait l'alliance du ciel et de la terre.
même jusque dans ses talons, on voit cette alliance entre ces deux aspects-là. La biche symbolise également la capacité d'évoluer du plus dense jusqu'au plus subtil, de la forme jusqu'à l'âme. Donc comment on passe justement d'un point à un autre. Et enfin, troisièmement, comme on va le voir aussi en détail, la biche, c'est notre capacité de transférer notre conscience d'un point à un autre. Et en particulier, on va voir qu'est-ce que ça nous demande pour passer de l'attachement au détachement, de la servitude à la libération. Et vous voyez comment cette biche suscite bien des attachements d'un peu tout le monde. Vous voyez, c'est un symbole un peu complexe avec différents degrés. Si on se place plus du point de vue de l'esprit, du point de vue de la matière, il y a toute une espèce de fondu enchaîné à l'intérieur même de la biche. Ce qui fait que les différents personnages, les différentes voix, vont interpréter la biche, chacun à sa manière. Chacun va y voir ce qui l'intéresse, bien évidemment. Si on détaille justement ces différents personnages, nous avons d'abord Artémis, la lune. La lune qui est le symbole de la forme et qui est la forme nourricière. C'est justement dans cet aspect de l'énergie cancer, l'aspect capacité de nourrir, de développer le monde des formes. Et donc Artémis, la lune, dit mais la biche m'appartient, c'est une forme, comme toutes les formes de tous les règnes, minéral, végétal, animal, toutes les formes m'appartiennent. C'est à moi, c'est un monde de formes. Ça, c'est la parole d'Artémis parce qu'elle ne voit dans la biche que cet aspect-là. Ensuite, Diane. Alors là, nous avons une curiosité. Artémis, en réalité, cette déesse grecque, elle a deux fonctions. Elle a une fonction nourricière, et puis elle a une fonction de chasseresse. Et dans sa fonction de chasseresse, c'est une fonction qui est aussi un petit peu émotionnelle, hein, comme son premier aspect, mais c'est un aspect qui est beaucoup plus relié à l'intellect, au mental. En effet, le deuxième aspect d'Artémis, c'est un aspect de vierge chasseresse qu'aucune passion ne vient détourner de son but de chasse. Et comme pour ne pas s'embarrasser dans le mythe un petit peu de deux fonctions de la même déesse, eh bien nous avons l'intervention de Diane. Or, qui est Diane? Exactement l'équivalent d'Artémis, mais dans la mythologie romaine. Donc on a bizarrement les deux mêmes personnages, Artémis, mythologie grecque, Diane, mythologie romaine, mais exactement la même, le clone. Mais on lui donne du coup une autre fonction. Donc Diane, cette fois-ci, prend beaucoup plus cette fonction intellectuelle, cette fonction mentale, cette fonction du moi. Et c'est pour ça qu'elle s'adresse à Artémis en disant, certes, toi, tu l'as nourrie quand elle était enfant, cette forme, tu l'as développée, mais maintenant qu'elle est plus adulte, c'est plus moi qui suis en charge de ça, puisque j'en ai développé une certaine éducation intellectuelle et mentale. Donc Diane, à son tour, voit une certaine interprétation de la biche à travers son propre filtre, à travers ce qu'elle est et comment elle est intervenue auprès de la biche. Hercule, qu'est-ce qu'il représente? Hercule, il représente un peu chacun d'entre nous. Il recherche la personne qui cherche dans la vie la vérité. Il cherche justement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un petit peu chacun d'entre nous. Nous sommes ces chercheurs. Qu'est-ce que va voir Hercule? Il va percevoir dans la biche l'aspect âme. Et c'est pour ça qu'il est tellement heureux, il se rend compte qu'il vient de découvrir un trésor. Il vient de découvrir la nature de l'âme. Oh, c'est un point de départ. Il découvre que finalement c'est en lui. C'est pour ça que la biche, il la tient près de son cœur, et quand il la tient près de son cœur, il découvre l'âme. Mais du coup, c'est son âme à lui. Et naturellement, il va l'interpréter certes dans le sens de l'âme, mais d'une manière encore très filtrée par lui, Hercule, en tant que personnalité à la recherche de l'âme. Et enfin, Apollon, lui qui est censé avoir justement la vision la plus globale, eh bien lui, il voit l'âme telle qu'elle est, c'est-à-dire une fonction d'ensemble. C'est-à-dire son intervention de dire, certes, tu viens de découvrir l'âme, Hercule, mais il faut la remettre avec toutes les âmes, il faut la remettre avec tous les fils de Dieu. Bon, on va y revenir tout à l'heure, mais en évidence la fonction globale de l'âme et non pas la fonction individuelle de l'âme. Voilà donc quels sont les différents personnages. Et puis enfin, il y a nous. Et nous, comme je vous le dis à chaque fois, nous sommes tous les personnages. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce mythe est à voir pour chacun d'entre nous. Toute cette introspection qui est proposée à Hercule, quelles sont toutes ces voix qu'il faut entendre, qu'il faut reconnaître, qu'il faut découvrir, c'est un défi qui est posé à chacun d'entre nous. Sommes-nous capables d'entendre toutes ces voix et lesquelles choisissons-nous? Alors maintenant, avançons un peu plus dans l'interprétation, après la présentation de tout le monde. Diane et Artémis vont essayer de tromper Hercule pour l'empêcher de trouver finalement le monde de l'âme. Diane et Artémis, ensemble, alliés, représentent le petit moi. Et le petit moi, c'est le corps physique, c'est le corps émotionnel, Artémis, le corps émotionnel et le corps mental, Diane.
Bref, l'ensemble que nous appelons le moi, la personnalité. Et cet ensemble a tout intérêt, même si nous ne nous rendons pas compte, à garder le statu quo. Notre personnalité n'a pas tellement envie d'être détrônée par quelque chose de supérieur, d'un peu dérangeant, l'âme. Voilà pourquoi finalement Artémis et Diane vont se débrouiller pour tromper complètement Hercule. Alors c'est là on pourrait se dire, oui mais si on adapte ça à nous, ce n'est pas tellement le cas. Nous, on sait très bien, par exemple, que l'âme n'est pas du tout de nature physique ou de nature émotionnelle comme Artémis. On ne croit pas à Artémis. Non, effectivement. On ne croit pas non plus que l'âme est purement de nature intellectuelle. Non. Donc on ne croit pas Diane, on n'écoute pas Diane. Non, non. Effectivement, dans notre propre recherche, nous ne croyons pas les déclarations d'Artémis et de Diane. Mais de là à penser qu'on ne les écoute pas, il va y avoir une sacrée différence. Montrons ça un peu plus en détail. C'est sûr qu'on est persuadé que l'âme n'est pas de nature physique, émotionnelle et mentale. Donc on ne croit pas ces voix. Exactement comme Hercule, on ne va pas entendre tout de suite ces voix d'Artémis et Diane aussi nettement, si bien qu'elles vont nous tromper insidieusement. Par exemple, quand on peut les entendre franchement, c'est que nous-mêmes dans notre quotidien, on a notre dualité. Et là, on est en plein dans la dualité. On peut savoir, au bout d'un certain moment donné, qu'est-ce qui est dans le sens de l'âme, qu'est-ce qui est dans le sens de l'amour, qu'est-ce qui est dans le sens du service. On connaît toutes ces choses-là. On sait qu'est-ce qui est évolutif et qu'est-ce qui ne l'est pas. On sait. Est-ce que c'est pour autant que, du coup, nous choisissons systématiquement ce qui est évolutif et du point de vue de l'âme? Non. Et parfaitement consciemment. Hein. Il y a des tas de choses, on sait parfaitement que telle attitude, c'est pas franchement dans la direction de l'âme, mais j'ai envie. On sait que telle autre attitude, c'est pas franchement digne du monde de l'amour, mais ça me fait du bien, etc., etc. On a des tas de moments comme ça où on va choisir sciemment des attitudes qu'on sait parfaitement en contradiction avec le monde de l'âme. Donc, même si on ne croit pas que l'âme est là, ça n'empêche que finalement nous sommes complètement détournés par les propositions d'Artémis et de Diane en nous. Nous choisissons parfaitement sciemment d'autres voies que la voix de l'âme ou la voix de la biche, que nous pouvons entendre quelque peu. Mais là encore, on pourrait dire, c'est assez simple parce que on entend ces voix, elles sont assez concrètes, et puis nous-mêmes, on peut progresser par rapport à ça. On le fait consciemment quand on choisit tel chemin plutôt que tel autre, on le sait. Non, ce qui est plus insidieux, c'est quand on n'entend pas du tout, comme ça s'est passé pour Hercule, quand on n'entend pas du tout les voix d'Artémis et de Diane. Je vous ai montré combien Artémis et Diane trompaient Hercule malgré lui, en lui créant des mirages, en lui créant des fausses pistes, en le faisant tourner en rond. Comment est-ce qu'elles ont réussi ça? Et ça veut dire quoi par rapport à nous? Tout simplement parce que nous-mêmes, nous allons vivre quelque chose qui est très important et qu'on appelle justement des mirages. Comment définir très simplement des mirages? Un mirage, vous savez, comme dans le désert, c'est tout simplement le reflet d'une réalité, parce que c'est vraiment une image qui existe, c'est le reflet d'une quelque chose qui existe, mais pas du tout à l'endroit où ça se trouve. Et ça n'est qu'une image, ça n'est pas du tout une réalité. Et donc, si on prend effectivement l'image pour la réalité, on se trompe. Eh bien, dans notre vie, c'est exactement ce qui va se passer. Un mirage, c'est le reflet déformé de réalité, et que nous allons commencer par prendre pour du vrai, pour des réalités. Ainsi, nous égarons complètement. C'est un sujet qui mériterait d'être développé, mais qui est extrêmement long. Il y a 3 aspects du mirage dans notre vie selon les différents corps. Maya, mirage et illusion. D'abord la Maya. La Maya, on l'appelle ainsi, c'est le mirage du point de vue de la forme, c'est l'aspect lunaire, c'est l'aspect Artémis. C'est vraiment lorsqu'on est complètement trompé par les aspects formels. C'est-à-dire lorsque pour nous, la forme revêt une importance considérable. À quoi sommes-nous attachés? Alors là, toutes les formes possibles, imaginables. Ça peut aller de ma maison, mon appartement, mes biens, mes meubles, mes disques, mes bouquins, c'est tout ce qui est à moi. Tu lâcherais tout comme ça? Non, c'est que j'y tiens. Mais ça peut être aussi mon corps, ça peut être toutes sortes de choses. Donc c'est tenir à ce monde de forme qu'on va appeler insidieusement le monde de la réalité. Vous savez, quand quelquefois on dit aux gens, mais il faudrait peut-être vivre un petit peu autrement, il faudrait peut-être passer un petit peu plus dans l'amour, dans le service, et qu'on vous dit, ou que nous disons, oui mais attends, il faut avoir aussi le sens des réalités, il faut avoir les pieds sur terre. Vous voyez, ça sent la Maya. Il faut avoir les pieds sur terre. Tiens, Maya. Il faut avoir le sens des réalités. Belle Maya. C'est-à-dire, je m'apprête à défendre et à cautionner l'importance des formes pour moi. On ne va pas lâcher les formes comme ça. Par exemple, juste comme ça pour vous donner un petit aspect,
Si vous connaissez des gens qui ont des énergies cancer, on remarque très facilement chez ces gens-là l'importance de la nourriture. Les gens qui ont des énergies cancer, pour eux, se nourrir, et à grande quantité, c'est tout à fait fondamental. Comme s'ils avaient peur de mourir et comme si d'un seul coup, ne pas manger assez, c'était défaillir. Ce qui est une complète maya. Mais ces mayas, elles nous sont données par quoi? Par nos instincts. Ce pas des choses qui viennent comme ça qu'on invente, c'est qu'à un moment donné, on a même des fonctionnements instinctifs de notre corps physique qui fonctionnent comme ça, c'est des sécurités. Mais après, avec notre mental, on dit non, mais j'ai pas faim, j'ai simplement envie de manger, ce qui est une sacrée nuance. Mais quand, à un moment donné, je ne relativise pas ça, non, je peux croire qu'effectivement, mais je vais défaillir. Le pire, c'est que si je cautionne, je suis persuadé que je vais défaillir si je ne mange pas, je vais réussir à défaillir. Mais c'est une totale maya. Je vais vous donner un autre exemple. L'instinct de survie à cause de la respiration. Des gens qui ne sont pas habitués à faire des apnées sous l'eau, ou même des apnées dans leur fauteuil. Vous leur demandez combien de temps tu tiens en apnée. Ils retiennent leur respiration, et vous allez voir, aux surprises, que même pas sous l'eau, comme ça dans leur fauteuil, au bout de 30 secondes, c'est le maximum. Non, sinon, je vais devenir tout vert, tout violet, tout rouge. Bon. Et sous l'eau, c'est encore pire. On a l'impression que si d'un seul coup je reprends ma respiration, je vais me noyer. Donc, on remonte d'autant plus vite. C'est une totale maya. N'importe qui, et tous les apnéistes vous le disent, ça se passe uniquement dans la tête, c'est apprendre à faire le calme, c'est apprendre à se rendre compte que c'est un instinct, un réflexe du corps, mais on peut très bien lui désobéir, mais il va nous faire croire qu'on va mourir. Et n'importe qui peut tenir facilement 1 minute 15, sans aucun entraînement. Je ne vous parle pas des records du monde qui sont à 20 minutes. Là, ça demande véritablement un super entraînement. Mais n'importe qui peut arriver avec une certaine habitude et réussir à transformer cette zone réflexe à tenir 2 minutes. C'est quelque chose qui peut se faire. Mais notre corps râle. Et si on l'écoute, on dit non, mais là, j'ai cru que j'allais mourir. Non, pas du tout. Et donc, vous voyez, les mayas, ce sont des croyances qui tiennent au corps physique, au monde de soi-disant des réalités. Et on a l'impression que, vraiment, on ne peut pas faire autrement. C'est une forme d'addiction. Toutes les addictions, à l'alcool, au jeu, à la cigarette, sont des mayas. On a l'impression que ce sont des addictions physiques, et c'est notre corps physique qui nous dit, mais si je ne fais pas ça, ça ne va pas aller. Non, maya. Vous voyez l'importance des formes. Mais vous voyez ce que ça induit en psychologie? Le fait que je me sente obligé de répondre à ces mayas? Plus subtil encore, les mirages. Les mirages, proprement dit, ça touche le corps émotionnel. Les mirages, ce sont tout simplement, là encore, des systèmes de croyances. On pourrait simplifier en dire que tous les mirages sont des croyances. Mais des croyances qui sont nées dans l'enfance, dans l'adolescence, qui sont nées donc à travers notre éducation, à travers tout ce qu'on a vécu. Quelquefois, ces croyances nous ont expliqué bien des choses. Elles nous ont permis d'affronter des circonstances quelquefois qui n'étaient pas faciles. Elles nous ont permis de comprendre quelque peu la vie à notre manière. Donc, elles nous ont permis de passer des stades d'éducation. Elles nous ont permis d'aborder la vie de certaines façons. Et donc, toutes ces croyances en nous, il y en a certaines qu'on a revues et corrigées. Je croyais quand j'avais cet âge-là que c'était ceci ou cela. Mais il y en a plein qu'on n'a pas du tout corrigées et qui se sont tellement engrammées en nous qu'on n'en a même plus conscience. Et qui nous paraissent même, et c'est là le subtil, des qualités. Par exemple, il y a un mirage qui consiste, qu'on appelle le mirage de l'harmonie. Le mirage de l'harmonie, ce n'est pas du tout la réalité de l'harmonie. L'harmonie est le résultat de la confrontation fondamentale entre l'âme et la forme. Mais le mirage de l'harmonie, c'est de croire que si je suis sympa et que je suis arrangeant avec tout le monde et que je ne dis pas non, que je ne prends pas les gens de front, je peux arriver à vraiment harmoniser beaucoup de personnes et ainsi à créer une espèce d'harmonie. C'est un total mirage. C'est un gros défaut que je prends pour une qualité. Si j'imagine par exemple que dans la vie il faut être efficace et que moi je suis quelqu'un qui est très occupé, je suis constamment surbooké tellement j'ai de choses parce que je suis très créateur, je prends ça pour une qualité, c'est un mirage. C'est une déformation de l'art créateur de l'âme. Le bonheur, jamais l'âme ne nous envoie une image du bonheur, nous ne sommes pas là pour être heureux, c'est un mirage. L'importance de l'argent, etc. Les mirages sont absolument légion. Mais vous voyez, ce sont des choses qui sont engrammées en nous, ce sont des croyances. Ça nous emmène dans certains comportements qui finalement, comme ce sont des fausses pistes, ne vont pas du tout nous aider à aller vers la biche. Toutes ces fausses pistes nous empêchent d'aller directement vers le monde de l'âme.
Et enfin, juste pour terminer, un dernier mot sur les illusions. Les illusions, c'est quand on a fait un gros travail mental, intellectuel. Ce sont souvent des chercheurs, des scientifiques, des philosophes, des gens qui sont absolument persuadés d'avoir la vérité et que c'est une évidence, c'est ça la vérité. Ce sont des illusions, c'est une forme de mirage qui touche le mental. La vérité, elle est toujours au-delà. Toute vérité est temporaire. C'est simplement, à un moment donné, un aspect de la vérité, mais qui doit être sans arrêt remis en question. Quand je n'en doute pas, je suis dans une illusion complète. Et là encore, ça me bouche la vision réelle de la biche. Tous ces mayas, ces mirages, ces illusions, nous en avons tous un petit peu quelque chose, certains aspects. Tout ça forme tout un ensemble en nous qui finalement nous trompe, nous crée des mirages, des fausses pistes, nous fait tourner en rond, et ça va nous empêcher d'aller voir la biche. C'est pour ça que quelquefois, quand on se pose la question, mais pourquoi j'arrive pas plus directement à avancer vers le monde de l'âme? J'ai compris que c'est là comme ça et qu'il faut méditer. Et pourquoi j'y arrive pas plus? Mais parce qu'on se prend les pieds tout le temps dans nos mirages. On ne se rend même pas compte parce qu'on a une capacité de cautionner ça d'une manière extraordinaire. Je dis, mais moi pourtant, j'ai vraiment essayé de méditer, mais là, pour l'instant, j'y arrive pas. Mirage. Non, mais c'est parce que j'ai pas le temps en ce moment. Mirage. Mais c'est parce que c'est pas le moment, je crois, dans ma vie. Mirage. Oui, mais je n'arrive pas à me concentrer. Mirage. J'arrive pas, c'est pas le moment. Toutes les excuses qu'on se donne la plupart du temps sont des mayas ou des mirages. C'est pas vrai. Ce sont des bonnes raisons qu'on se raconte parce que ça nous permet de rendre la chose acceptable. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas la biche. Mais c'est pas évident d'aller les chercher, ces mirages. C'est pas évident d'aller les dégoter. Oh, il y en a un certain nombre qu'on voit, qu'on connaît, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ceux qu'on connaît, ceux qu'on voit, nos défauts, voilà, ceux-là, c'est pas seulement les plus dangereux. Ceux qui sont les plus dangereux, c'est ceux qu'on ne voit pas, dont on n'a pas une idée. Quelquefois, d'ailleurs, ceux-là, on peut en avoir une petite idée parce que c'est ce qu'on déteste le plus chez les autres. Ce qu'on déteste le plus chez les autres, c'est notre pire mirage. Mais ça, c'est difficile à accepter. Quand on dit, tu veux quand même pas dire que ce que j'aime pas là chez telle personne, je l'ai aussi. Ah, mais si. Pas de la même façon, d'une autre manière, mais tu l'as aussi. C'est bien pour ça que ça t'énerve. Ça te fait miroir. Et donc, non seulement il faut apprendre à dénicher ces mirages, mais après à passer au-delà. Et c'est là que vous commencez à comprendre la phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ça, c'est véritablement le premier bilan que nous pouvons faire de l'histoire d'Artémis et de Diane. C'est que Hercule ne peut pas arriver à connaître la biche, il ne peut pas connaître l'univers et les dieux tant qu'il ne se connaît pas lui-même. C'est seulement à partir du moment où il commence à prendre du recul, quand il commence à dire, attends, Artémis et Diane doivent être dans le coup, là ils m'emmènent dans des pièges, il écoute ses propres voix intérieures. Il commence à entendre les voix de son émotionnel, les voix de son mental, il commence à entendre les voix de ses énergies, les voix de son corps physique, il entend ses mayas, ses mirages, ses illusions, qui naturellement l'emmènent complètement sur des fausses pistes. Et quand il commence à se connaître lui-même, quand il commence à reconnaître ses propres voix intérieures, alors il la trouve, la biche. Beaucoup de chercheurs du monde de l'âme tournent en rond comme Hercule, quelquefois s'en découragent parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne connaissent pas leurs propres pièges et qu'eux-mêmes se piègent. Si on ne se connaît pas soi-même, on est condamné à errer à l'intérieur de soi-même. Vraiment important de concevoir ça. Hercule a appris quelque peu à se connaître, il a repéré ces différentes voix qui le trompaient, et comme il a réussi à faire le calme en lui, un peu plus serein, il va découvrir la biche. Ça veut dire quoi dans le mythe? Ça veut dire que Artémis et Diane se sont calmés. Ça veut dire qu'intérieurement, l'émotionnel, le mental, tous les corps intérieurs d'Hercule se sont calmés. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si ça se trouve auprès d'un lac. Le lac symbolise toujours la sérénité émotionnelle, le calme. La biche est donc là, elle attend Hercule près du lac. Maintenant, venons-en au symbolisme de l'arc et de la flèche. L'arc et la flèche ont toujours symbolisé l'aspiration, une forte aspiration. Là où on envoie une flèche, c'est qu'on vise un but et on dit voilà, c'est là que je vais. Mais pourquoi est-ce que Hercule vise ce point particulier dans la biche, ce tendon d'Achille là? Est-ce que c'est pour l'immobiliser? Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. En effet, en ce qui concerne l'être humain, justement au niveau du tendon d'Achille, il y a deux points qu'en acupuncture on appelle des points d'incarnation. C'est-à-dire que c'est des points que l'on touche ou que l'on pique lorsque naturellement il s'agit d'être un peu plus dans ses baskets. Ce sont les points où symboliquement l'âme est incarnée dans ses talons. C'est là où il y a un point de contact.
Et vous retrouvez d'ailleurs cet enseignement à travers les figures que vous avez pu voir du dieu Mercure ou de dieu Hermès, qui est un dieu qui a des ailes au talon, justement à cet endroit-là. Ça veut dire qu'il a l'âme là, à cet endroit-là. Il symbolise, vous voyez, le rapport Mercure-Hermès, il symbolise le rapport entre le monde spirituel et le monde de l'incarnation. Et donc ce que Hercule vise et ce qu'il va toucher, c'est comme si en voyant la biche, il comprend d'un seul coup que son but, c'est pas la biche. Il découvre que son but, c'est l'âme dans la biche. Il vient de comprendre la vraie nature de la biche. Et en visant ce point, il dit, je suis en train de découvrir que ce qui m'intéresse, c'est l'âme incarnée. C'est ça que je visais. Il comprend même pourquoi Diane et Artémis ont tout à fait tort. C'est l'âme qu'il faut voir et non pas une forme ni un intellect. Il fait un pas en faisant appel à toute sa volonté. Ouais, ça on va le revoir. Parce que une fois qu'on a visé l'âme, une fois qu'on a perçu l'âme en nous, une fois que nous-mêmes on a perçu ça, il faut faire appel à toute notre volonté. On en parlait le mois dernier à propos des déçus de la méditation. Combien il faut faire appel à sa volonté quand on a découvert que l'âme c'est par là. Mais au début, on ne peut pas dire qu'on vise avec une volonté aussi farouche que celle d'Hercule. On dit, c'est par où l'âme? C'est par là, suivez la flèche. Voilà, je médite, donc j'essaie de connecter l'âme. Et j'y vais. Et de temps en temps, je me rends vers l'âme, je médite régulièrement. Oh oui, régulièrement, une fois par semaine. On sent que la volonté n'y est pas véritablement. Et c'est vrai que pour pouvoir décider, non pas d'en rester au contact, non pas à l'intention, non pas à l'aspiration, mais de passer vraiment à dire, ok, j'y vais, j'y suis. Maintenant, je me consacre à cela. Il faut vraiment faire un pas en avant en y mettant toute sa volonté. Découvrir dans la biche l'âme, découvrir que c'est notre but, découvrir que c'est ça que nous visons, demande véritablement une volonté. Ça va demander, comme on va le voir, un don de soi. Ça va demander un lâcher-prise. C'est le premier pas qu'Hercule va faire de l'attachement au détachement. Quand il envoie sa flèche, c'est vraiment cette capacité à pouvoir dire « je libère l'âme de la forme, je libère l'âme de la servitude de la forme ». J'arrive à distinguer maintenant le monde de l'âme du monde de la forme. Et là, il est content, il a découvert l'âme. À la suite d'une longue quête, d'un long travail, « oh, mais c'est mon âme !» Et il est content en tant que personnalité, mais c'est chouette, ça y est, j'ai fini mon travail. Et c'est pour ça qu'il lance un cri, eh bien, la quête est terminée, c'est fini, ça y est, j'ai réussi. Il lance ça à Artémis et Diane, etc., tout le monde, et qui veut l'entendre. Voilà, j'ai réussi, et maintenant je découvre qu'en fait, cette biche, c'est mon âme, donc cette biche est mienne, elle est à moi. Heureux, oui, un court moment, puisqu'il entend la voix de l'instructeur qui dit, oui, peut-être qu'elle est un petit peu à toi, mais elle est surtout à amener au sanctuaire, à ramener au niveau global. Et là, il y a quelque chose qui fait qu'il ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nous, ça veut dire que tout simplement, notre grande difficulté, c'est que lorsque on touche l'âme, ou quand on commence à toucher des qualités, un amour, une unité, une grande clarté, et donc on rejoint cet état-là. Mais quand on touche cet état-là, qui s'en réjouit dans un premier temps? La personnalité, le moi. On est content d'avoir trouvé, on est satisfait de notre recherche. Bon, on va dire, c'est pas pour se lancer des fleurs, mais j'ai réussi quand même. Mais du coup, en faisant ça, je reviens sur moi. Je reviens complètement dans mon aspect personnel individuel. Simplement, de mon aspect personnel individuel, j'ai touché l'âme. Et j'en suis tout content, je reviens sur moi. Et plus tard, régulièrement, je retoucherai l'âme. Wow, c'est super l'âme. Et puis je reviens à moi. Autrement dit, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce n'est pas parce qu'on touche l'âme qu'on va en être totalement transformé. Et c'est ça que l'on déplore régulièrement. C'est ce que nous avons vu la fois dernière, pourquoi les déçus de la méditation qui attendent des résultats rapides de transformation sur eux en oublient de voir les effets, parce que ces effets, ils ne les attendent pas, ils ne savent pas de quel ordre c'est. On attend tous des résultats de transformation, et ça n'a pas lieu de cette manière-là. Voilà pourquoi ça ne nous transforme pas du jour au lendemain. Il y a plein de gens qui sont croyants dans une religion, ils croient en Dieu. Ça ne les empêche pas d'avoir peur de la mort. Parmi nous, il y en a beaucoup peut-être qui croient à la réincarnation, qui croient qu'on a déjà des milliers de vies derrière nous, qu'on en a encore quelques centaines devant nous. Qu'est-ce que ça change fondamentalement dans notre vie? Est-ce que ça se voit qu'on y croit? Est-ce que les gens font la différence au boulot? Toi, tu es spécial, tu dois croire à la réincarnation.
Vous voyez que croire ne veut pas dire vivre la chose. Toucher du doigt quelque chose, viser quelque chose, ne veut pas dire qu'on l'a intégré complètement dans le vécu. C'est quelque chose qui va progressivement élargir notre conscience, mais ça n'est pas véritablement quelque chose dans lequel on se rend. Pour ça, il faudrait lâcher le moi. Pour ça, il faudrait faire preuve d'une volonté. Pour ça, il faudrait véritablement sortir de nous-mêmes, s'offrir à quelque chose d'autre. C'est un don, finalement, que de s'offrir à l'âme. C'est pour ça que l'âme, comme Hercule, on l'interprète d'une manière personnelle. C'est mon âme. C'est la personnalité qui va interpréter l'âme à sa manière. Finalement, qui sommes-nous les uns et les autres? Nous sommes des personnalités, nous sommes des formes avec une âme. Mais qui appartient à l'âme? Nous. D'ailleurs, on le dit, c'est mon âme. C'est mon âme à moi. Donc ça veut dire que la biche m'appartient. C'est effectivement mon âme. Et donc c'est comme ça que nous voyons le monde. Nous voyons le monde comme un ensemble de formes minérales, végétales, animales, humaines, etc., surplombées, en quelque sorte, par une âme. Et c'est cette âme qui nous donnerait un côté un peu surhumain, un côté amour. C'est ce qui nous donnerait espoir. C'est parce que quelque part au-dessus de nous, il y a une âme, il y a un petit plus, une cerise sur le gâteau, qui ferait que grâce à ça, progressivement, on changerait la vie. Mais ce n'est pas du tout ce que va dire Apollon. Apollon va lui dire non, le monde de l'âme, ce n'est pas tel que tu le vois. Ce n'est pas un plus par rapport à toi, Hercule. Ce n'est pas une cerise sur le gâteau de l'humanité. C'est un autre état de conscience dans lequel il faut se déplacer. Ne reste pas là satisfait de ta recherche, j'ai trouvé mon âme. Va dans le sanctuaire. Déplace-toi. Tu vas devoir justement amener cette âme dans sa véritable réalité qui est une réalité de groupe. Et c'est ce qu'enseigne justement, c'est peut-être le côté un petit peu novateur par rapport aux religions anciennes, c'est de dire que l'âme est groupe. Anciennement, on enseignait qu'on était tous frères, qu'on était en fraternité des uns des autres. Mais là, ça va bien au-delà de ça. On n'est pas des individualités en fraternité, on est un ensemble, on est un groupe, on est véritablement une globalité. Et c'est en tant qu'âme globale, en tant qu'âme groupe que nous devons apprendre à créer sur Terre. La création va devoir se faire non pas à partir de l'illumination de chacun d'entre nous, mais à partir de l'illumination de l'ensemble, du groupe. Mais vous voyez l'effort que ça demande, que ça nous demande, transférer cette personnalité, cette vision personnelle de l'âme dans quelque chose qui est véritablement une vision globale, une vision d'ensemble. Hercule, il a du mal. Il faut le comprendre, il vient de découvrir son âme et aussitôt on lui demande le transfert d'après. C'est là qu'est la grande difficulté. Je vais vous faire un petit dessin, peut-être que ça va éclairer un peu la chose. Chaque règne, dans son évolution, a un secret. C'est un mot particulier. Par exemple, on en parlera tout à l'heure, le secret de l'évolution du minéral, c'est la transmutation. Donc la transmutation, ça veut dire que le minéral, naturellement, est une âme, et que l'âme du minéral arrive à transmuter, donc grâce à la pression, grâce à la chaleur, donc d'un minéral donc, à un autre. C'est pour ça qu'on peut passer du plomb en or, ou qu'on peut passer du carbone, du charbon, au diamant. Transmutation du minéral. On va en reparler tout à l'heure. Le secret de l'évolution de l'être humain, c'est le transfert. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend par exemple ce que nous venons de voir avec Artémis, Diane, Hercule, Apollon, on va s'apercevoir qu'on pourrait définir 4 sphères de conscience. On aurait une première sphère qui serait la sphère d'Artémis. Dans la sphère d'Artémis, c'est la sphère de conscience dans laquelle on est surtout le corps physique, physique éthérique, physique dense, plus le corps émotionnel. Dans cette sphère de conscience, naturellement, il y a énormément d'humains encore qui sont simplement là-dedans à vivre uniquement leur corps physique, les besoins du corps physique, la satisfaction du corps physique et de l'émotionnel, les plaisirs, et il n'y a rien d'autre. Vivre, c'est se faire plaisir le plus possible. Naturellement, plus personne dans cette sphère n'est dans cette sphère de conscience. Deuxième sphère de conscience, celle de Diane. Dans la sphère de Diane, on va reprendre les 2 premiers, donc physique, émotionnel, plus le mental. Et là, donc, nous avons avec Diane la sphère du petit moi, la sphère de la personnalité. Et là, c'est vrai qu'on est très, très, très nombreux à être dans cette sphère. C'est-à-dire, c'est moi, avec mon mental, mon émotionnel, mon physique, mon plan de vie, mon quotidien, j'organise, je pense, etc., j'évolue. C'est mon histoire. Puis, on nous propose la sphère d'Hercule, dans laquelle nous allons avoir les 3 précédents, plus le monde de l'âme. Là, nous entrons dans cette sphère chaque fois que nous sommes chercheurs, chaque fois que nous méditons, chaque fois que nous cherchons véritablement à vivre quelque chose de l'âme, nous entrons dans cette sphère de conscience. Et puis, Apollon nous propose une 4e sphère,
qui seraient les 4 précédents, donc la personnalité et l'âme, plus la notion de groupe, plus la notion d'âme d'ensemble, d'âme globale. 4 sphères de conscience. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons bien. Ce qu'on connaît moins, c'est comment on passe d'une sphère à l'autre. Nous, souvent, quand on parle de conscience, on parle d'élargissement de conscience. Imaginons que nous soyons là dans notre personnalité. Régulièrement, nous allons élargir notre conscience pour aller vers le monde de l'âme, peut-être en plus vers le monde du groupe. Et donc, régulièrement, par la méditation, on élargit cette conscience, on s'agrandit, on lance nos flèches vers ces sphères-là, et peut-être qu'on en ramène quelque chose. On en ramène quelque chose. On en ramène où ? Là d'où je suis parti. Oui, mais si j'en ramène quelque chose, c'est non seulement là d'où je suis parti, mais là d'où je reviens. Il y a un deuxième mot qui est fondamental pour comprendre ça, c'est le mot polarisation. L'être humain installe son campement dans l'une de ces sphères. On est tous polarisés dans l'une de ces sphères. Et pas 2 en même temps, une seule. C'est celle où nous vivons la majorité du temps. C'est celle qui nous occupe la majorité du temps au quotidien. C'est laquelle ? On va dire par exemple que c'est celle de Diane. Nous sommes donc dans la sphère de Diane. C'est la sphère de la personnalité, la sphère du moi. Mais régulièrement, j'élargis ma conscience et je vais, par exemple, dans ces zones de visite qui se trouvent ici, je rentre dans la sphère d'Hercule et je visite le monde de l'âme. Oui, mais une fois que j'ai fini ma visite, je reviens où ? Je reviens à mon point de départ, je reviens dans le monde de Diane. Parfois même, je vais explorer le monde du groupe. C'est très intéressant cette notion de groupe, cette notion d'âme d'ensemble. Oui, mais je deviens quoi après ? Je reviens là. La polarisation, elle ne change pas si facilement que ça. C'est pour ça que la notion de transfert est une chose très importante. On va véritablement évoluer le jour où on déplace son point de transfert. Le jour où d'une manière majoritaire, on va dire, maintenant c'est fini, je ne suis plus du tout au quotidien continuellement dans la sphère de Diane, je suis dans la sphère d'Hercule. Je suis véritablement quelqu'un en recherche avec le monde de l'âme. Je suis quelqu'un qui, dans ce quotidien, s'efforce, je ne dis pas que j'ai réussi tout le temps, mais s'efforce à toujours penser en tant qu'âme ou agir en tant qu'âme. Même si ça loupe souvent, mais c'est véritablement ma sphère, et régulièrement, j'essaie maintenant d'aller vers cette sphère du groupe, mais je ne suis pas encore tout à fait centré là. Ça, c'est encore beaucoup trop difficile. Mais peut-être que je m'y emploie. Ça vous explique pourquoi, et on est souvent nombreux dans ce cas-là, à se dire, mais ça fait des années que quelquefois je fais des stages. Ça fait des années que j'ouvre ma conscience. Ça fait des années que j'étudie l'ésotérisme. Ça fait des années que je fais du développement personnel. Ça fait des années que je fais ceci, cela. Et je m'étonne de ne pas bouger plus que ça. Je me retrouve régulièrement à faire des bilans. Dire, mais après toutes ces années, j'en suis encore là, avec ces mêmes difficultés, ces mêmes problématiques. Oh, dans les détails, ça avance un peu, mais dans les détails, on ne peut pas dire que ce soit vraiment fabuleux. On peut dire que dans la sphère de Diane, peut-être que j'en étais là. Vous voyez, sur ce point un peu en bas de la sphère, j'en étais là. Peut-être maintenant, je suis plus là. Voilà, j'ai un peu progressé. Mais c'est toujours dans la sphère de Diane. Mais comment ça se fait ? Ça se fait que tout simplement, je n'ai pas compris la notion fondamentale du détachement, du don de soi, de ce pas que fait Hercule pour aller vers la biche en rassemblant toute sa volonté. Tant que je ne réalise pas qu'il faut changer carrément sa polarisation et qu'il faut se transférer d'un point à un autre, je vais visiter toutes les sphères. C'est très sympathique. Pendant ce temps-là, j'ai même l'impression que j'évolue. Et finalement, je me trompe moi-même. Bien souvent, je vais m'identifier à mes visites. Moi, je visite régulièrement la conscience de groupe. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Moi, c'est quelque chose avec lequel je suis souvent en jonction. Donc, quelque part, je suis conscience de groupe. Pas du tout. Dans l'essentiel de mon quotidien, je suis toujours dans la sphère de Diane, dans la sphère de la personnalité, dans la sphère du moi. Je suis polarisé là. Oh, certes, je voyage loin. Certes, je m'expanse en conscience. Mais quel est mon point ? Quelle est ma base à laquelle je reviens sans arrêt ? C'est ça qu'il faut compter. C'est là où j'en suis. Là où j'en suis, c'est pas ce que je visite. C'est là où je suis polarisé. Et c'est là où on voit combien tous nos efforts, justement, sont dans un lâcher-prise, dans un détachement,
pour arriver à se rendre compte que nous pouvons écouter plein de voix, mais que celle à laquelle nous répondons majoritairement, c'est là où nous sommes polarisés, et que le transfert n'est pas chose aisée. Alors vous allez me dire, écoutez, moi j'ai l'impression que peut-être que, imaginons, je suis dans la sphère d'Hercule. C'est vrai que pour moi, la vie de l'âme est une préoccupation quotidienne. Mais peut-être que je me trompe, je ne suis peut-être pas polarisé, parce que souvent je redescends dans la sphère de Diane, voire de temps en temps un petit truc comme ça. Ah, mais c'est le même principe, c'est pas un problème. Vous pouvez très bien être polarisé dans la sphère d'Hercule, en rapport avec l'âme, et de temps en temps faire aussi des visites dans les sphères inférieures. C'est notre dualité. C'est pas grave. Il ne faut pas se polariser sur la notion de péché, comme on faisait auparavant. Ma préoccupation fondamentale, c'est toujours de travailler par rapport à l'âme. Même s'il y a des moments où je craque pour telle chose ou telle chose. Ce n'est pas un problème. Je suis polarisé et ma vie, quoi qu'il arrive, et quelles que soient mes épreuves dans la vie, même les plus dures épreuves, je ne change pas ma polarisation. Je ne redescends pas parce que c'est là où je suis. Et c'est souvent dans les épreuves qu'on peut voir où est-ce qu'on est polarisé. C'est là qu'on ne se raconte plus d'histoire. Voilà, le secret de l'être humain, vous voyez, il est là. C'est que souvent, on se raconte des histoires, on se fait avoir par toutes les petites voix qu'on entend, les voix de Diane, d'Artémis, les voix d'Apollon. On entend la voix d'Apollon, on y répond, oui, Apollon, je te réponds, c'est évident que je suis groupe, etc. Non. Quelle est la voix à laquelle on obéit le plus souvent et sur laquelle on est? Et comment, à partir de là, quand on sait où on sait parfaitement où est-ce qu'on va pouvoir transférer notre conscience, mais ça va demander une véritable volonté. Et c'est pas simple, c'est très difficile. Si je continue le mythe, vous allez le voir tout de suite, c'est pas du tout évident. On a quitté Hercule, ça y est, il avait compris qu'il fallait qu'il aille donc dans la sphère, qu'il fallait qu'il transfère complètement dans la sphère d'Apollon, que l'âme est groupe, l'âme est ensemble. Et il amène la biche dans le temple. Il va la poser, et en la posant, il voit la blessure qu'il a faite au pied de la biche. Et ça lui rappelle son adresse. Et là, à nouveau, il récrimine. Non seulement j'ai droit à la biche parce que la longueur de mon voyage, ma persévérance, tous les efforts que j'ai pu faire, mais en plus, elle est doublement mienne par mon adresse. C'est quand même, si je n'avais pas visé comme ça, j'aurais loupé. Elle est doublement mienne. Et Apollon est encore obligé de dire, non, Hercule, malgré toutes les raisons que tu veux bien dire, elle n'est pas tienne, elle est groupe, elle est ensemble, laisse-la là. Et Artémis et Diane qui ont suivi, pour l'instant, elles sont en dehors du temple. Elles entendent Hercule qui récrimine, et elle aussi dit, Artémis dit, de toute façon, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais cette biche est mienne. Toutes les formes sont miennes. Et Apollon lui dit, oui, Artémis, je t'entends, mais sache que fondamentalement, tous les humains, tous les êtres vivants, toutes les biches sont miennes, elles ne sont pas tiennes. Apollon dit, Diane, toi, tu peux rentrer. Artémis est trop reliée à la forme, donc elle ne peut pas rentrer. C'est intéressant de voir d'ailleurs que Apollon et Artémis sont frères et sœurs jumeaux. Apollon est le soleil, Artémis est la lune. L'un éclaire clairement les choses, le soleil Apollon, et Artémis donne une clarté trompeuse. Donc vous voyez encore une dualité à propos de la biche. Donc Artémis ne peut pas rentrer dans le temple, c'est incompatible. Mais Diane, qui représente le mental, vous savez que lorsque le mental est véritablement éclairé, il peut rentrer dans le temple. Mais là, Diane, pour l'instant, elle n'est pas dans le mental éclairé, elle est dans un mental qui a du mal à comprendre les choses. Et donc Diane dit, mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que Hercule peut rentrer et pas nous? Rentre et puis décris à Artémis ce que tu vois. Et elle voit la biche comme morte. Et Apollon dit, vois, son esprit repose en moi. Et Diane dit, mais si son esprit repose en toi, c'est qu'elle est morte. D'ailleurs, elle ne bouge plus. Alors moi, je ne comprends pas. Alors, Hercule a tué la biche, lui, il a le droit de rentrer, et nous, qui la protégeons, on est mis dehors. Et Apollon doit dire, mais la biche n'est pas morte, elle est comme morte. Pourquoi est-ce que Diane fait cette erreur? Tout simplement parce que, pour la personnalité, s'abandonner comme ça au niveau de l'âme, devenir totalement impersonnel, c'est un peu comme une mort. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est souvent le cri qui nous vient à nous-mêmes. Mais si l'âme est groupe, si c'est même plus mon âme à moi, et que la chose doit passer par une impersonnalité, mais moi je deviens quoi? C'est comme un suicide. C'est comme si j'étais mort. Diane confond la soumission de la personnalité à l'âme et la mort. Tout le monde récrimine un peu, mais en même temps, il faut se dire une chose, c'est que tout le monde a un peu raison. Les choses ne sont pas aussi simples. D'une certaine manière, c'est vrai que la forme a un rapport avec Artémis, avec la Lune. Elle a partiellement raison.
C'est vrai que l'âme a aussi un rapport avec le mental, avec l'intellect. Diane a un petit peu raison. Et c'est vrai que Hercule a un peu raison. L'âme, c'est aussi chacun notre spécificité particulière. Notre âme, elle a un certain rayon, elle a un certain nombre de vies qui ne sont pas celles des autres. Et en même temps, Apollon a raison, l'âme est groupe. Et finalement, on s'aperçoit que tous ces personnages ou toutes ces voix en nous ont quelque peu raison, simplement chacune à sa place. On peut les écouter simplement en leur disant, d'accord, partiellement, oui. Mais globalement, la voix fondamentale qu'il faut entendre, c'est que l'âme est surtout donc le groupe et cette globalité, même si elle est aussi quelque peu spécifique par rapport à nous, si elle a un rapport avec l'intellect et le mental, et si elle a un rapport aussi avec la forme à qui elle a donné naissance. Mais vous voyez, comme c'est pas simple de faire tout ça. Alors, je voudrais vous lire une autre manière de raconter l'histoire de la biche. Ça s'appelle La recherche de Dieu. C'est un texte d'un sage philosophe, poète hindou, qui s'appelle Rabindranath Tagore, qui a vécu donc au siècle dernier. Pendant des milliers d'années, j'ai cherché Dieu. Il m'est arrivé de l'entrevoir, mais sans jamais pouvoir le rejoindre. J'avais beau courir, il avait chaque fois disparu. Un jour, je parvins devant une porte sur laquelle était écrit « C'est ici que Dieu habite ». Pour la première fois, je me mis à trembler. Je gravis les marches et je levai la main pour frapper, quand en un éclair je compris. Que se passerait-il si Dieu m'ouvrait la porte? Mais ce serait la fin. Terminé les voyages, les pèlerinages, les grandes aventures. Terminé la recherche, la philosophie, la poésie, la nostalgie de mon cœur. Fini. Franchir ce seuil équivaudrait au suicide. Voyant cela, j'enlevai mes chaussures afin de pouvoir me retirer sans bruit. Et arrivé au bas de l'escalier, je pris mes jambes à mon cou sans jeter un seul coup d'œil en arrière. Alors, ça fait des milliers d'années que je fuis. Mais ma quête continue, hein. Mais ce n'est pas trop difficile puisque je sais où Dieu habite. Mais c'est le seul endroit que je dois éviter. Partout ailleurs, je peux chercher sans danger. Malheureusement, la maison de Dieu m'obsède, elle est gravée dans ma mémoire. Mais je sais que si par accident je devais en franchir le seuil, c'en serait fait de moi. Nous-mêmes, on a un peu une expérience de Dieu. On a frappé. On sait où Dieu habite. On a redescendu l'escalier. Je dis, bon, d'accord. Où est-ce que je pourrais chercher? Voyons, à quel stage je pourrais m'inscrire? À quelle recherche? Quel nouveau bouquin? Oh, je vais continuer ma recherche. Je dis, mais tu ne retournes pas frapper? Si, non, mais je vais chercher plus sérieusement à travers ça. Et on va se disperser sur une recherche. On va continuer en évitant soigneusement le seul endroit où je sais que Dieu habite, puisque j'ai frappé, il m'a ouvert. Mais ça m'a fait tellement peur, j'ai tellement vu ma mort là-dedans, que je dis, je sais que maintenant, il faut que j'évite soigneusement cet aspect-là. Hercule, donc, a rempli sa mission. Il revient près de son instructeur, près de la 4e porte. Son instructeur lui dit, c'est très bien, tu as fait exactement ce qu'il fallait, tu as écouté les bonnes voix, c'était parfait. Retourne-toi. Et il se retourne devant la 4e porte, là où il était parti, et il revoit le même décor que quand il était parti. Et au stupeur, il voit la biche, au même endroit, sur la colline. Il dit à son instructeur, c'est encore un mirage ou quoi? Je veux dire, j'ai bien fait le travail ou c'est... Non, tu as bien fait le travail, Hercule. Alors qu'est-ce que fait la biche là? Mais ne crois pas que parce que tu as fait le travail une fois, il est fait pour toujours. Il n'est pas fait une fois pour toutes. Tu vas devoir retourner et retourner et retourner encore. C'est un travail qui demande une persévérance extraordinaire. Toucher la biche une fois ne veut pas dire qu'on l'a totalement apprivoisée. Et donc, l'histoire dit que régulièrement, tous les jours, Hercule retournait, poursuivait la biche. C'était de plus en plus facile, c'était de plus en plus rapide. Et régulièrement, au bout d'un certain temps même, lorsqu'il appelait, eh bien, la biche venait à sa rencontre et ensemble, ils allaient dans le sanctuaire de Dieu. Là, à ce moment-là, on peut dire que ça y est, il se transfère dans la 4e sphère. À ce moment-là, ça y est, c'est quelque chose qui fonctionne. La biche est maintenant dans ce temple-là. Progressivement, on voit tout ce travail
de longue haleine qui nous est demandé à chacun d'entre nous et qui prend plusieurs jours, plusieurs années, voire plusieurs vies. Il faut régulièrement aller retrouver cette biche de manière à ce que ce soit quelque chose de familier. C'est intéressant pour voir tout ça, et en arriver à l'aspect créativité, de comparer cela avec le monde alchimique. C'est vrai que l'alchimie n'est pas du tout ce que l'on croit d'habitude. On imagine un laboratoire avec des gens qui essaient de transformer le plomb en or, etc. Non, ça c'est l'aspect exotérique apparent, mais la vérité, c'est pas ça du tout. L'alchimie, c'est véritablement un processus de transmutation intérieure de conscience. C'est vraiment quelque chose qui peut se faire d'âme à âme. Et c'est vrai qu'on dit que la véritable transmutation, ce n'était pas celle du plomb en or, ou plus exactement, c'est possible de le faire, c'est parfaitement possible de l'accompagner, à condition soi-même de transmuter son propre plomb en or. Il faut donc réaliser que le but de l'alchimie, c'est de réussir à découvrir ce qu'il y a derrière la matière. C'est de révéler que derrière toute matière, il y a la lumière. Le but de l'alchimie, c'est de révéler la lumière présente derrière toute matière. Et on dit qu'en alchimie, tout possède 7 ombres, et que tout le travail réside à lever progressivement toutes les ombres, et lorsqu'on a levé la dernière, on est véritablement dans la lumière. Alors par exemple, le plomb a 7 ombres. Quand on lève la première ombre, on obtient de l'étain. Quand on lève la deuxième ombre, on obtient du fer, et ainsi de suite. Lorsque vous levez la 6e ombre, vous avez de l'or. Et lorsque vous levez la 7e ombre, vous avez de la lumière, en l'occurrence du radium, le matériau le plus radioactif, la lumière à l'état pur. Et donc voilà comment progressivement on peut révéler véritablement la lumière. Quand on va travailler sur tout ce processus alchimique, c'est de voir que c'est vraiment une grande similitude à ce que nous avons à travailler aussi. Nous aussi, nous avons véritablement à lever nos ombres, à lever nos différents voiles, de manière à pouvoir révéler progressivement la lumière qui est partout en nous. Découvrir que ce n'est pas la biche, c'est la lumière qui est derrière la biche que nous avons trouvée. Donc la transmutation alchimique, c'est véritablement pour nous le transfert des sphères inférieures dans les sphères supérieures. Le plomb en or, c'est véritablement ce transfert que nous avons à réaliser. Et dans le processus alchimique, il y a 2 mots importants. Il y a le solvay et le coagulat. Ces 2 mots peuvent se décomposer eux-mêmes en 2 ou en 3 parties, mais on ne va pas rentrer dans les détails, ce serait beaucoup trop long. Le solvay, ça veut dire dissoudre, purifier, et coagulat, ça veut dire condenser, recréer. Le premier processus, c'est solvay. Le premier processus alchimique pour justement lever les ombres, c'est d'arriver à purifier. C'est un énorme travail de purification, très long, pendant lequel on purifie complètement les matériaux. On va les purifier jusqu'à ce qu'on puisse voir la lumière qu'il y a derrière. On va percer la matière pour voir ce qu'il y a derrière. Et comme c'est long, c'est pour ça qu'on dit persévérer. Percez et vous verrez. Percez la matière et vous verrez la lumière. Et quand on a purifié, on arrive au 2e aspect qui est la dissolution dans l'être, l'être dans le sanctuaire. On ne trouve pas simplement l'âme de la matière, mais l'âme de toute chose. On revient finalement dans une âme d'ensemble, dans une âme groupe. On s'est tellement purifié qu'on s'est élevé et qu'on retrouve l'unité fondamentale, l'unité de tout. Et alors, on a atteint le but? Ah non, pas du tout. Le solvay, c'est la préparation. C'est le moyen. Le but, c'est pas de se dissoudre et d'arriver à l'unité de tout. Le but, c'est d'arriver, à partir de cette unité de tout, de recréer un monde de lumière. C'est là qu'est le but. C'est la création, c'est le coagulat. Et voilà pourquoi, à partir de là, on va créer la pierre philosophale. Cette fameuse pierre qui a le pouvoir de tout transmuter. C'est nous, la pierre philosophale. Ça veut dire qu'à partir de cette nouvelle inspiration, à partir de cette intuition fondamentale, puisque nous sommes quelque peu inspirés dans l'âme, nous sommes cette âme, à partir de là, mais quel monde pouvons-nous créer en tant qu'âme? Et c'est là que c'est important. Et c'est là qu'on voit finalement le coagulat, la recondensation d'un nouveau monde. Recréer à partir de cet état de purification. Voilà donc le processus alchimique. Et vous voyez, tout ce processus de créativité, il est là. Tant que nous en restons dans un système non purifié, nous aussi nous créons. Nous n'arrêtons pas de créer un monde. Mais comme ce n'est pas à partir de l'aspect lumière, nous ne créons pas un monde de lumière. Nous créons sans arrêt le monde tel qu'il est, tel que nous le voyons actuellement. Et c'est là on voit, dans cette énergie cancer, l'extraordinaire importance de tout ce travail d'Hercule et de tout ce travail alchimique pour arriver justement à avoir un autre monde. Nous, humains, on l'a souvent dit, nous sommes ici sur Terre pour mettre en place justement un nouveau monde. On va pouvoir changer le monde
en or. Pas le plomb en or, mais le monde en or. Ou plus exactement, on va pouvoir changer le monde en Aor. Aor, c'est une expression hébraïque qui veut dire lumière. Comment est-ce qu'on fait? Pour l'instant, c'est simple. Et c'est là que le titre de ce soir, de la mémoire à l'utopie, va vous éclairer. C'est qu'il va falloir créer justement quelque chose en commençant par les mémoires et en finissant par l'utopie. Pour l'instant, nous créons à partir de nos mémoires. Toutes ces mémoires engrammées que je décrivais tout à l'heure, toutes ces mémoires engrammées de nos mirages, de nos mayas, de nos illusions, de toutes ces voix de Diane, etc., nous créons uniquement à partir de là. Et ces voix, elles sont nombreuses. Nous créons à partir de notre passé. C'est tout ce que le passé nous a fait. Nous sommes, nous, le résultat parfait de notre passé, de nos influences, de nos vies, de nos expériences, de nos apprentissages, de notre éducation. Bref, tout ce que nous avons vécu nous a amené ça. Et on dit, moi, maintenant, je fais ce que je peux avec tout ce que j'ai appris. Nous créons un monde à partir des mémoires. Peut-on créer un monde nouveau à partir du passé? Peut-on créer un monde nouveau en s'appuyant sur le passé? Non. Mais vous allez me dire, mais comment faire autrement? On ne peut que s'appuyer sur le passé pour créer le monde d'aujourd'hui. Non. Pour créer le monde d'aujourd'hui, il va falloir s'appuyer sur l'avenir. Oui, s'appuyer sur l'avenir. Mais vu que l'avenir n'existe pas, comment peut-on s'appuyer sur ce qui n'existe pas? L'avenir n'existe pas encore du point de vue formel. Il n'est pas formalisé et on attend après nous qu'on le formalise. Mais dans les sphères hautes, dans les sphères du solvé, dans les sphères de la dissolution, dans la sphère de l'unité fondamentale, on n'est pas dans un passé, présent, avenir, on est dans un éternel présent. Tout est contenu depuis l'alpha jusqu'à l'oméga. Tout est là, tout existe. Si on a la capacité de remonter dans ces sphères spirituelles, on peut percevoir le plan global, le plan d'ensemble tel qu'il existe de tout temps, de toute éternité. Et s'inspirant de cela, nous pouvons créer un monde nouveau. Voilà pourquoi la parole fondamentale sur laquelle on peut méditer dans l'énergie cancer, c'est l'âme qui dit « Je bâtis une maison illuminée et je l'habite ». La maison illuminée, c'est la planète Terre. Nous avons à bâtir une maison illuminée à partir du moment où on est là. S'appuyer sur l'avenir, c'est s'appuyer sur ce que nous pouvons percevoir de ces aspects fondamentaux qui ne sont pas encore manifestés, puisqu'ils vont devoir se manifester par nous, et qui représentent de ce point de vue-là un avenir, mais qui est, du point de vue de l'âme, un éternel présent. Comment va-t-on appeler cet avenir? Comment est-ce qu'on va pouvoir le faire descendre? Grâce à un outil extraordinaire que nous avons qui est l'imagination créatrice. On l'a souvent évoqué ici. L'imagination créatrice est vraiment le moyen par lequel nous pouvons véritablement arriver à amener cela. Laissons notre imagination nous rêve, mais des rêves construits, pas des rêves qui vagabondent, des rêves que nous cherchons véritablement, sur lesquels nous nous concentrons. Laissons-les amener finalement tout ce qui vient à partir de nos méditations. À condition que cette imagination créatrice elle soit vraiment justement fondée beaucoup plus sur les moments où nous sommes dans ce solvé, les moments où nous sommes dans la purification, les moments où nous sommes plus dans la méditation. C'est sûr que si nous laissons vagabonder notre imagination créatrice à partir de nos mémoires, ça ne va pas donner du tout la même chose. Qu'est-ce que nous avons vécu dans nos mémoires, dans notre passé, dans toutes nos vies antérieures? On a vécu, vu l'histoire du monde, des choses difficiles. On a tous vécu des meurtres. On a tous vécu des tas de maladies, on a tous vécu des pertes des gens autour de nous, on a tous vécu des guerres, des famines, des viols, on a tous vécu finalement des choses pas du tout marrantes, des volcans, on a des tremblements de terre, des engloutissements, bref, tout ça c'est quelque peu engrammé en nous, ça fait partie de nos mémoires. Et donc si on se laisse un peu porter par ça, notre imagination portée par ça, on va le faire. Et c'est ce qui se passe. Vous avez certainement vu le film Demain. Il y a un Anglais dont j'ai oublié le nom, qui, au début du film, a une réflexion absolument extraordinaire. Il fait remarquer combien l'être humain est remarquablement doué pour créer des fictions, pour créer des livres, pour créer des films, pour créer des jeux vidéo, en laissant son imagination se laisser aller à l'horreur. Combien on a une imagination fabuleuse pour imaginer toutes les horreurs, toutes les catastrophes et toutes les façons dont l'humanité pourrait disparaître. Et quand on réalise ça, c'est effectivement totalement effrayant. Tous les films dont nous sommes complètement envahis et qui décrivent toutes les catastrophes possibles, imaginables, les tremblements de terre, des glaciations, le volcan, ou bien c'est des aliens, ou bien ce sont tout simplement des extraterrestres, des guerres atomiques, bien que le monde est réduit à 3 fois rien. Bref,
toutes les horreurs qu'on peut imaginer dans le cinéma de nos jours, dans les jeux vidéo. Ça n'est que ça. Ben, vous voyez, quand on laisse l'imagination se fonder sur nos mémoires, parce qu'on a tous vécu ça, ça crée une certaine résonance, ça nous parle. Mais du coup, ça donne un monde dont on redit, mais on a raison, ce monde est épouvantable. Et vous voyez que finalement, toute cette imagination créatrice, ne croyez pas que c'est pure fiction et que ça n'agit pas sur l'humanité, mais ça agit considérablement sur nous. Ça crée une psychologie bien particulière. Et on la voit à l'œuvre, cette psychologie. C'est la psychologie qui consiste à dire, attention, danger. Le monde court un grave danger, soyons pessimistes. Oh, il suffit de retirer la figure des aliens ou des extraterrestres et de la remplacer par des Chinois. Il suffit de supprimer Godzilla et de le remplacer par Daesh. Chacun va y mettre, vous voyez, ses substitutions. Mais on a tous nos peurs et on se dit qu'on a bien des raisons d'avoir peur. Du coup, il faut absolument qu'on fasse appel à des super-héros. Regardez la naissance des super-héros avec des super-pouvoirs qui au dernier moment vont nous sauver de toutes ces horreurs. Et bien heureusement, on va espérer peut-être des super-gouvernements, peut-être retrouver l'armée, retrouver des pouvoirs. Il faut se méfier des uns des autres. Méfions-nous des étrangers. Restons à l'intérieur de nos frontières. N'accueillons pas l'autre. L'autre est un danger. Tout ça, ça nous mine complètement, nous amenant à nous refermer. C'est en train de miner complètement notre société. Est-ce que vous imaginez un peu ce que ça donnerait si d'un seul coup, on laissait notre imagination fonctionner, non plus sur ces vieilles mémoires, mais sur l'avenir, et qu'on soit totalement envahi de films qui imaginent un avenir radieux, même totalement délirant, parce qu'on ne peut pas délirer trop facilement. Nous sommes incapables d'imaginer des choses que nous ne sommes pas capables de faire dans un avenir relativement proche. Notre imagination n'a pas du tout la capacité d'aller au-delà de tout. Elle est extraordinairement limitée à ce qui nous est possible de faire. Donc ne craignons pas le délire, nous en sommes incapables. Imaginez des films qui nous raconteraient un monde dans lequel la préoccupation majeure, c'est la vie artistique. Imaginez un film où on raconterait que la préoccupation majeure, c'est de mettre en place le partage et le bonheur pour tous, etc., etc., etc. Ben, ça n'existe pas. Et d'un seul coup, quand il y a des petits films comme Enquête de sens ou Demain, qui éveillent juste un tout petit truc, hein, ils ne sont pas délirants, ils montrent même des choses qui existent. On dit, ah, mais c'est génial. Oui, un documentaire ou deux documentaires, imaginez que la production cinématographique soit majoritairement faite ainsi. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça bouleverserait les consciences et notre civilisation? Alors, puisque pour l'instant le cinéma ne le fait pas, c'est à nous de le faire. C'est à nous de nous emparer de ça. C'est à nous de réaliser que puisque nous avons quelque peu accès à ce monde idéal, alors il faut qu'on se branche sur ce monde idéal. Il faut qu'on se branche sur ce monde de l'âme, ce monde de l'amour, ce monde de la lumière, et qu'à partir de là, avec soin, nous prenions véritablement le temps de créer, d'imaginer, sans trop se disperser. Il ne faut pas imaginer un monde où il y aurait tout et tout et tout. Non, non, on peut prendre plusieurs rêves, mais on imaginerait vraiment tel aspect. Voilà, un monde dans lequel il y aurait cela. Et ce serait le sujet dominant. Comment ça se passerait? Presque, comment nous, si on était metteur en scène, on raconterait une histoire comme ça? Et après, on pourrait passer à un autre idéal. Peut-on imaginer, comme ça, chacun d'entre nous, des mondes dans lesquels un idéal est en train de se mettre en place? Je vous assure que c'est d'une puissance fantastique. Et que si on peut véritablement tous se mettre de plus en plus en rapport avec ça, on a aussi une influence qui, contrebalance l'imagination fondée sur les vieilles mémoires, et nous, on met de plus en plus une imagination qui est véritablement fondée sur l'avenir et qu'on aide ainsi à faire arriver. Et ainsi, on arrive véritablement de la mémoire à l'utopie, parce que des gens vont vous dire « mais c'est totalement utopique ce que tu imagines ». Alors je voudrais vous rappeler qu'une utopie, ce n'est pas quelque chose qui ne va pas exister. La définition de l'utopie, c'est quelque chose qui aura lieu quelque part un jour. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais c'est ça. Tous les gens qui ont été des utopistes sont des créateurs du monde. Est-ce que vous croyez que Victor Hugo, à son époque, ou bien même juste après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on a appelé les pères de l'Europe, et qui imaginaient qu'il y avait l'utopie de l'Europe, est-ce que vous croyez véritablement qu'on les prenait au sérieux? Certainement pas, vu ce qui venait de se passer avec l'Allemagne. Donc. Et pourtant, ils ont fait des images, ils ont imaginé ça, et ça s'est fait. Victor Hugo rêvait des États-Unis d'Europe, et ça s'est fait.
Et on voit bien que finalement, selon la fameuse phrase de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Mais nous, imprégnons-nous de cela. Ignorons les gens qui nous disent « mais c'est impossible ». Un monde où il n'y aurait pas d'argent, mais c'est impossible. Un monde où on s'occuperait de culture, mais c'est impossible. Ignorons que c'est impossible, faisons-le. Imaginons-le. Et sachons que l'utopie, c'est véritablement la création du monde en marche. Alors soyons utopistes. Eh bien, je vous propose de méditer là-dessus. Pendant que nous respirons au niveau du front, nous sommes dans la sphère de Diane, dans la sphère de la personnalité. Et nous pouvons en profiter simplement pour noter ces petites voix qui souvent au quotidien nous empêchent de rejoindre l'essentiel. Quelle est la petite voix qui nous piège le plus ?